particulier parce qu'on n'est pas architecte. Donc on va parler de bâtiment frugal sans parler de bâtiment. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir mis des mots sur la frugalité parce que je pense qu'on était un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, mais on en faisait un peu sans le savoir et sans vraiment pouvoir le formaliser dans des mots précis. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place et qui permettent d'en parler aussi plus facilement. Et cet exercice de préparer une présentation pour aujourd'hui nous a permis aussi de structurer un peu notre pensée par rapport à ça et notre démarche qu'on mène déjà depuis plusieurs années. Je représente une bande de filles qui sont là d'ailleurs pratiquement toutes aujourd'hui de cet IVA Paysage. Donc on est à Vendôme aujourd'hui, on était à Blois jusqu'à l'année dernière. On est toutes issues de l'école du paysage de Blois. Voilà, avec une portée qui s'est toujours attachée au territoire, sur notre formation, au diagnostic, à regarder les lieux. Donc, j'ai appelé ça prendre la juste mesure d'un projet selon le territoire, parce que pour nous, c'est vraiment la juste échelle, les justes moyens, la juste réponse, et qui doit s'adapter à chaque lieu et qui, du coup, doit fuir quelque part un peu les modèles et les secrets. Alors, c'est pas forcément l'innovation. L'innovation, on veut toujours essayer d'en faire en s'adaptant, mais c'est déjà au moins le sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va être des artisans aussi du paysage et non pas face à la série ou à la chaîne, c'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure et du chausse-pied plutôt que d'appliquer des recettes tant qu'on peut. Alors tout ce que je vais vous raconter là, je ne vous dis pas que vous prenez chacun de nos projets et que tout y est bien mis, il y a plein de concessions, on l'a dit, plein de maîtres d'ouvrage différents, plein de choses où on a dû souvent mettre de l'eau aussi dans le vin qu'on aurait voulu. Mais pour autant, il y a des choses auxquelles on tient et qui nous servent à travailler, hein, qui sont nos outils. Je commencerai par écouter le territoire. Pour nous, c'est vraiment la base de tout. Hein. On est avant tout des gens qui regardent où on se situe, surtout que nous ne créons pas une pièce nouvelle qui est ce bâtiment ou une restauration de bâtiment sur lequel travailler, mais on est vraiment sur un territoire qui, du coup, a un socle, non pas années 60, années 30, qui est déjà une belle histoire, mais plutôt géologique, antigéologique, donc on est sur des échelles de temps et de paysages qui se construisent sur beaucoup plus de temps. Donc ce contexte physique qui nous permet de regarder les ressources de ce territoire sur lequel on s'installe, les entités paysagères, le climat bien sûr, la nature du sol, voilà, acide, calcaire, enfin, toutes ces choses qui pour nous sont essentielles à la base. La notion d'urbain et rural, et on félicite le rural encore ce soir, mais on est des gens du rural aussi. Et on le revendique aussi d'une certaine manière, et nous aussi on voit au jour le jour qu'on peut faire des choses dans des petites communes vraiment exemplaires et formidables qu'on n'arrive pas à faire dans des villes beaucoup plus grandes, parce qu'il y a les services, parce qu'on fait toujours comme avant, parce qu'il faut avoir vu avant comment c'était pour faire, parce que les services du coup installent des fonctionnements sur du long temps. Alors dans les petites communes, on a cette rotation d'élus, et du coup des gens nouveaux qui viennent d'autres horizons, qui font autre chose, qui sont enseignants, qui sont agriculteurs, qui sont maires, enfin qui sont maires mais qui ne sont pas du métier. Et bien quelque part c'est bien. Voilà. Des terrains, la pente ou pas, on est en plan tout le temps tous dans nos métiers, mais nous alors on est vraiment dans du volume aussi et dans des pentes possibles, et du vocabulaire, c'est-à-dire de quoi on parle, qu'est-ce qui fait l'identité du lieu et pourquoi il y a plein d'endroits qui ont perdu leur identité parce qu'on n'utilise plus le vocabulaire, le vernaculaire, qui n'est pas comme un gros mot, mais comme un matériau local, comme le vocabulaire d'un lieu, c'est comment on va pouvoir lui redonner son identité et pas que tous les centres-bourgs se ressemblent parce qu'on a mis la même Gora, le même perovskite, le même matériau, le même béton désactivé qu'on met partout, etc. etc. Donc c'est comment on regarde déjà ce qu'est le vernaculaire autour pour écouter ce territoire. Le contexte social, pour nous, il est aussi fondamental. Les usagers, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, au-delà de nous, la maîtrise d'œuvre et notre maître d'ouvrage et son programme, il y a quand même des gens, donc tout ce qui est ce volet de concertation, qui va vivre là, quels sont les types de gens, d'où ils viennent, quelles sont leurs cultures, leurs envies, enfin, tout ça forcément fait le projet. La notion de densité, voilà, on ne fait pas la même chose partout. Les moyens et la justesse des moyens du coup qui iront avec, l'attachement au territoire, des gens qui peuvent être très attachés, on pourrait arriver sur des sites détruits, des tours détruites sur lesquelles on vient créer un parc, des gens qui ont vécu là, qui ont été relogés, plein d'histoires avec un attachement qui peut être très important à un patrimoine ou à un lieu qu'on va vraiment transformer. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir intégrer cet attachement soit vers un nouveau projet, soit en retrouvant les traces du passé dans le nouveau projet, de plein de manières. Les savoir-faire, le contexte social, c'est vraiment
détecter tous ces savoir-faire, projet par projet. Est-ce que c'est dans la régie, dans les équipes? Est-ce que c'est localement de l'artisanat? Est-ce que les enfants à un endroit vont pouvoir faire des choses? Mais en tout cas, tout ce qui va être savoir-faire, il y a énormément de choses à trouver, à piocher localement, comme vous avez pu le dire. L'implication possible des gens, qui va être très variable d'un projet à un autre. Et la culture et le patrimoine, voilà, qu'est-ce qui a fait on en est arrivé là, quelle est la culture du lieu et ses histoires qui vont permettre d'être des leviers de projet. Un contexte politique, vous l'avez tous dit, selon les lieux, la volonté des acteurs, est-ce qu'on les sent moteurs, pas moteurs, ou finalement qui vont se réinventer d'un coup, qui au départ ne l'étaient pas du tout, étaient très prudents, on dépense de l'argent public, etc. Puis d'un seul coup, on serait poussé des ailes quand on leur donne des envies, puis ça y est. Ils ont allumé un truc et là ils ont envie de faire même 10 fois plus qu'on leur a. Des fois j'ai même défrayé un peu. De la pression foncière, est-ce qu'on est sur un lieu vraiment où on peut parler de densité, où on peut parler d'espace, on peut laisser de la place à la nature en fonction de la pression foncière qui est sur le site, les leviers de projet qu'on peut trouver, associatifs, subventions, etc. Mais il y a plein de leviers des fois insoupçonnés qui apparaissent. Et puis les priorités. Quelle va être la priorité? Nous, sur la Glo, on a travaillé sur un site, il devait se faire un écoquartier de 400 logements. Et l'Aglo a décidé de plutôt travailler sur nourrir la ville, nouvel axe de priorité. On fait du maraîchage bio, on recrée des espaces, on recrée un verger commun, on ne construit pas. C'est de la bonne terre agricole qui a toujours été maraîchère dans l'île de la Loire. Et d'un seul coup, on met une autre priorité. Pas d'architecture, mais un vrai beau projet de territoire où maintenant plein de gens gravitent autour de ce site-là. Je vous l'illustre par un petit projet rural, Bosy, en Sologne, milieu rural, 200 habitants, je crois, maximum. C'est vraiment... tout le conseil municipal avait sa maison sur le plan au 200e. Hein. Donc quand on est là, c'est que vraiment, on est petit. Donc un centre-bourg, rural, en Sologne, ce qui est très important. Il n'est pas n'importe où, il est en Sologne. Un sol acide qui détermine plein de choses en termes de végétal. De la brique et du sable. Les bâtiments, on retrouve la brique et le calcaire. Et puis ce sable de Sologne. Des faibles moyens, un fort attachement, une implication des habitants, un maire paysan qui ne voulait pas endetter la commune, donc on paye comptant, comme les paysans, paye comptant. Donc la commune paye comptant, donc on ne va pas plus loin que ce qu'on a. Des savoir-faire locaux, vraiment les dernières briqueteries cuites au feu de bois, donc avec la trace du laiton de bois qui est sur la brique, qu'on retrouve là-bas. Des charpentiers sur le territoire qui fabriquent du colombage, des choses autour intéressantes. Un contexte politique, une communauté de communes en renfort en ingénierie qui a été très fort et qui a aidé la commune, le CAE qui avait travaillé en amont sur les programmes, donc CAE 41, je pense qu'il y en a par ici, qui a été très important pour ce projet, et puis qui ont accompagné ensuite sur le volet participatif pour planter avec les habitants. Et une commune qui finalement était prête au changement avec aussi un adjoint jardinier amateur qui a un jardin remarquable qui fait visiter, qui lui s'occupait des espaces verts, alors ils sont tous, hein, adjoints et même des espaces verts, hein, et en même temps qui rassurait tout le monde en disant c'est possible, on pourra le faire, c'est formidable, voilà. Mais ça c'est uniquement parce qu'on a des acteurs locaux et qu'on se retrouve avec un projet brique, pierre reconstituée locale, alors elle est faite à Orléans, elle reste locale mais ça reste une pierre reconstituée, mais on trouve que c'est toujours mieux qu'un grès d'Inde d'avoir un béton d'Orléans, c'est minuscule peut-être. Et puis toute une gamme colorimétrique et de plantation autour du terre cuite qui travaillait sur ce sujet-là pour qu'il y ait une vraie identité aussi dans le végétal comme une vraie matière de chaque projet. Économiser la ressource, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pour nous ça passe par plein d'éléments. Alors ça peut passer par la densification, c'est-à-dire d'arrêter de faire la campagne comme on fait à la ville et puis de retrouver ce qu'était un village à la campagne, c'est-à-dire qu'à un moment, on est tous en train de retrouver comme on faisait avant, on fait de la terre crue alors que c'est ancestral, on fait des choses, mais construire, on savait le faire, on savait faire des choses imbriquées qui se cachaient du vent les uns des autres, on savait créer de l'espace public rural, on sait difficilement le faire, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit tout le temps, mais la voiture ayant fait les circuits, on ne sait plus ce qu'est l'espace public, mais par contre on sait qu'à la campagne, on n'a jamais vu des places longitudinales dessinées les longs des chemins. Il n'y a pas des trottoirs, il n'y a pas des choses comme ça, donc on n'est pas obligé dans toute nouvelle opération d'avoir forcément des profils de voies à 15 mètres, des doubles sens, etc. Et du coup de réduire au minimum, densifier, réduire ces échelles-là, non pas dans l'idée de forcément avoir la tête dans la maison d'en face, mais par contre de ne pas tout utiliser en infrastructure et en choses inutiles, mais privilégier d'autres espaces. Traiter en place, c'est un sujet de paysagiste et d'infrastructure, mais
Par exemple, on a travaillé dans le déversoir de la Bouillie à Blois, qui est un site AléA4 du PPRI, donc c'est vraiment un endroit où on ne peut pas remblayer, mais même vous faites un chemin, vous ne pouvez pas prendre la terre du décaissement et le mettre sur le côté, il faut tout évacuer. Donc pour faire des kilomètres de chemin, il faudrait évacuer des tonnes de matériaux et ramener des tas de camions qui ramèneraient du matériau. Ça, c'est autant de camions sur les routes, etc. Donc le traitement en place, c'est un traitement à la chaux des terres en place. Ça se fait dans les chemins forestiers, en forêt, on amène des énormes engins pour débarder le bois. Alors, on fait du cheval, hein, c'est encore mieux, mais on va faire du traitement en place, on va mettre de la chaux dans la terre, l'humus de la forêt, et on va stabiliser des allées forestières. Ça peut tout à fait s'appliquer dans plein d'endroits. On veut créer des pistes cyclables, des cheminements, etc., sans amener du matériau et préserver le granulat et le sable. Donc ça, c'est le traitement en place des chemins, des matériaux sans ramener des graves nouvelles, mais aussi des structures et des voiries, c'est-à-dire que quand vous créez une voirie, au lieu de décaisser sur 80 cm et ramener de la grave, on peut traiter en place des voiries à la chaux, mélanger jusqu'à arriver à la portance souhaitée, et du coup c'est autant de camions en moins qui partent et qui reviennent pour créer un chantier. Donc on utilise aussi le site, même dans ses propres granulats, même si ce n'est pas du granulat. Recycler et détourner, on a une culture du recyclage. Cette île a été créée par Chipéric de Boiscuillier, il a mis des trains en l'air pour faire des bâtiments, il a toujours recyclé beaucoup de choses. On a une culture de la brocante aussi, mais recycler et aller chercher dans les services techniques, vous avez toujours un espèce de dépôt, il y a des trucs à moitié sous des ronces, cachés derrière, des vieilles pierres d'un autre chantier, des vieux cailloux, des vieilles bordures, des choses qui peuvent se détourner, se transformer et créer un banc. Vous êtes dans une petite commune, vous prenez un linteau, vous mettez 2 cailloux, vous le sous-coupez en 2, vous avez un banc et vous n'êtes pas obligé d'avoir le catalogue à 1 000 € de banc, voilà, style haussmannien, pour mettre au milieu d'un petit village. En Valère, dans le 41, ils avaient une pierre derrière la mairie, ça fait un banc. Alors évidemment, tout ça ne se conjugue pas avec honoraires indexés de la maîtrise d'œuvre sur des montants de travaux dont on parlait. Ça, nous, on a résolu ça avec un bureau d'études techniques sur des grosses opérations. On propose aux maîtres d'ouvrage de te rémunérer sur les économies qu'on leur fait faire. Parce que sinon, on ne peut pas, on est obligé de développer de l'ingénierie pour faire baisser les coûts et faire plus simple, mais du coup, on se pénalise nous-mêmes. Et le but de beaucoup de bureaux d'études, c'est au contraire de créer de l'infrastructure qui coûte cher, en disant vous êtes obligé de mettre un gros bassin de stockage, ça coûtera 100 000 de plus, mais il faut bien gérer la flotte, mais du coup, ça fait des honoraires en plus. Et du coup, ça dessert complètement cette idée de frugalité qui, pour nous, est importante. Donc, sur des opérations, avec l'infraservice, qui est un bureau d'études avec qui on travaille beaucoup, vu qu'on fait des économies d'infrastructure, on demande 15% sur les économies qu'on leur fait faire. Et ils font vite le calcul. Si vous faites 200 000, 300 000 € d'économies sur une ZAC, et que vous nous en donnez 7%, 8%, ça n'a rien à voir, les 8% de 200 000 ou 300 000 € qu'on ne leur fait pas dépenser en plus, voire en moins du budget initial, ce qui est arrivé sur d'autres. Et ça, il va falloir tous se battre pour avoir ce genre de choses-là, pour essayer de se dire que pour être vertueux, on ne peut pas être indexé sur un montant de travaux. Sinon, ça veut dire que si on leur fait diminuer les coûts, en cherchant des solutions alternatives, donc en y passant du temps, finalement on est moins rémunéré. Ça marche pas bien. Donc simplifier, c'est quand même un... Voilà. En France, on aime le béton, on pose des bordures, on a la farge, on met des bordures. On met la bordure le long du trottoir, derrière le trottoir, autour de l'arbre, autour de la place de stationnement, ceinture, on en met des kilomètres. Des kilomètres de bordures partout. Dans l'idée, un enrobé à l'arrière de trottoir, on peut scier dans un enrobé, ça tient. Il n'y a pas de raison de rajouter des bordures partout, même des voliges. On peut faire des choses très simples et pas bordurer l'ensemble. Vous voyez une rue américaine, elle se reconnaît tout de suite à la télé, dans une série. Voilà, on a des espèces de choses simples, de double alignement, de trottoirs en contre-allée, mais il n'y a pas des bordures partout, vous regarderez. Vous allez en Hollande, tout est partagé à plat, et chez nous on bordure et on tourne. Et ça, c'est au mètre linéaire des milliers d'euros qui sont là-dedans, et de matière, de béton, etc., qui est utilisé. Donc simplifier les choses, c'est un des éléments qui pour nous paraît important dans l'épuration. Équilibrer les déblais remblais, le pétrole augmente, les camions sur la route, sur une opération, essayer d'avoir un équilibre entre ce qu'on creuse et ce qu'on met, enfin ça paraît simple comme ça, mais sur plein de sujets ça permet, voilà, ça c'est sur... Dans l'île de la Loire, on avait déjà un grand trou, une grande cuve héritée des jardins partagés d'avant. On en a fait une zone sur plusieurs niveaux pour mettre en avant la montée de la nappe alluviale de la Loire. C'est la Loire que vous voyez là dans le fond, c'est sa nappe.
Donc au fur et à mesure de la montée de la nappe de Loire, on la voit monter sur les différents paliers, et autour on a fait des merlons avec cette terre de déblai sur lequel est le berger pour avoir des arbres, des fruits à hauteur, etc. sur l'ensemble autour. Mais on équilibre sur l'opération. Mutualiser, vous disiez, hein, mutualiser c'est quand même un secret dans l'espace public, encore plus qu'ailleurs, sur plein d'opérations. Par exemple, avant, donc, on fait ce fameux bassin de rétention qui est censé gérer les eaux d'orage. On le fait trop creux, trop petit, du coup on le clôture parce que du coup il est dangereux, etc. etc. Du coup ça fait une surface qui n'est pas vendue parce que c'est pas un lot qu'on peut vendre, donc on rentabilise plus le truc, enfin, etc. etc. Aujourd'hui en gestion intégrée, si on dit que tous les espaces verts sont creux ou peuvent gérer l'eau au plus près, chaque espace vert est à la fois un ouvrage hydraulique, il me semble dire, et en même temps peut être une aire de jeu, une plaine de jeu, un parc, etc. etc. Donc plus on mutualise, plus on économise du territoire, plus on a aussi des coûts d'infrastructure bien moindres parce qu'on n'a pas à clôturer, justement, à fermer, à gérer des talus, etc. et à entretenir de manière beaucoup plus simple. Bien utiliser l'argent public, pour nous c'est important aussi. On nous confie une enveloppe, on est responsable de cet argent public sur un territoire qui est quand même dédié à ce territoire, et que l'on est quand même prescripteur, et que ce qu'on va prescrire va aller emmener de l'argent dans différents lieux. Et que donc si on prescrit des choses qui vont très loin, on va envoyer de l'argent en Hollande pour acheter des arbres, au Portugal pour acheter des bancs designés, en Chine pour acheter du pavé Crani, etc., etc. Mais du coup l'argent public qu'on nous confie, l'argent d'impôt de tout le monde, hein, financent des économies de balance commerciale d'autres pays, mais ne servent pas l'économie locale, au-delà des entreprises qui elles, sont forcément un petit peu locales. Pour bien utiliser l'argent public, voilà, hein, c'est un des principes, mais diminuer les coûts d'infrastructure, ça c'est vraiment le nerf pour nous de la guerre de l'espace public, c'est tout ce qu'on peut mettre sous le sol et qui ne se voit pas, donc l'ensemble des réseaux, notamment pluviaux, qui représentent des sommes énormes sur beaucoup d'opérations, sur des choses dont l'usager normal ne s'en rend même pas compte. Il n'est pas inondé, mais à part ça, il n'en profite pas du tout de ces milliers d'euros investis. Donc pouvoir gérer l'eau au plus près de la goutte, c'est-à-dire en surface, sur des surfaces perméables, sur des espaces verts, donc pouvoir utiliser ça en espace vert, c'est toute l'enveloppe en gros d'infrastructures réseau hydraulique qui disparaît. Et du coup, sur une opération à Dreux, donc à Marceau, Ambre-Marceau, il y a une équipe qui a été écartée, on est arrivé en avant-projet, on a dit bah, pour ce budget-là, on enlève le budget réseau, on passe en nous, en surface, en infiltration, et du coup on a fait les clôtures, les portails, des bétons drainants sur les parkings, on a fait les boîtes aux lettres, on leur a fait des... Ils ont bien voulu maintenir l'enveloppe, mais par contre on a fait plein de choses en plus qui ont participé à l'ambiance de l'opération, qui n'existaient pas sur la première base où on faisait du tout tuyau. Donc ça, économiser les coûts d'infrastructure, ça permet de faire des choses en plus visitables, qui ne vont pas se boucher, enfin des coûts de gestion vraiment diminués sur ces sujets-là. Hiérarchiser les matériaux, aujourd'hui on est vraiment obligé, quand on était riche, c'est-à-dire la planète riche et tout le monde riche, on étalait de la pierre naturelle partout, on remplissait les rues de bois, etc. Aujourd'hui on va hiérarchiser, on va faire des tapis, ce qu'on va dire c'est d'essayer d'être sur des endroits un peu majeurs, et puis on va être sur des matériaux plus simples, plus ouverts, plus sur d'autres, mais on va être obligé de sélectionner là où on va mettre la qualité, et du coup plus dessiner, peut-être plus calpiner des choses, plus travailler aussi à ces choses-là. Éviter la mode et faire réversible, ça c'est dire, un prof qui me disait le durable c'est le réversible, c'est pas le truc qui va durer éternellement et être dur comme de la pierre, c'est plutôt un endroit qui va pouvoir muter, changer d'usage. On fait un espace public, on dit pour 30 ans, en général 30-40 ans, on fait les projets des années 60 qu'on retravaille aujourd'hui, des choses comme ça. En vérité, qu'est-ce qu'on fera dans 60 ans sur l'espace public? C'est compliqué de le savoir, donc la notion de réversibilité, elle est quand même importante, ou alors d'avoir des espaces qui sont suffisamment sobres dans leur aménagement pour ne pas induire une activité précise et pas autre chose, d'être suffisamment souple pour être sur des plaines de jeu, des champs des possibles, qu'on les appelle des lieux ouverts, ce qui était le champ de foire, hein, mais d'une manière un peu plus aujourd'hui verte, on va dire, que le champ de foire d'autrefois, mais en tout cas qui est réversible. La plus-value pour le dessin, du coup, on peut être sur des choses très simples. Là, on est sur un enrobé coloré, des lignes de bois de travers, des choses très simples. Mais par contre, ça va être le dessin qui va apporter la qualité. Donc, c'est pas forcément le matériau noble, hein, on n'est pas obligé de tout faire
en très beaux matériaux, très beaux tissus quand vous faites une robe, mais par contre la qualité du dessin va lui apporter la noblesse, etc. Et ça permet d'être frugal sans sacrifier à l'esthétique des choses ou à la qualité des espaces. Prescrire local, hein, je le disais, pour plein de choses. Prescrire local, c'est à tout point de vue. Bon, là, par exemple, Bozy, avec sa brique cuite au feu de bois, c'est la seule qui est non gélive parce qu'elle est cuite au feu de bois, parce qu'on y trouve la trace du bois, parce qu'elle est qualitative, et du coup, c'est pas une brique belge qui vient avec des camions de très loin. Elle participe à faire survivre cette briqueterie ancestrale qui cuit au feu de bois. Donc en tant que prescripteur, on est aussi, en prescrivant local, on maintient de l'emploi, de l'activité localement, des savoir-faire ici. Donc on a vraiment ce rôle quand même, à un moment donné, d'appuyer sur un matériau local. Et donc aussi d'éviter, même des choses de chantier. Moi j'ai des chantiers, on faisait venir du granit de Chine, les bordures arrivent avec des trous ratés. Vous ramenez des bateaux, alors les bateaux c'est le pire, hein. C'est pire que l'avion et c'est pire que tout autre moyen de transport, les gros cargos qui amènent du granit de Chine, et vous avez un mois pour qu'ils repartent et un mois pour qu'ils reviennent. Donc déjà vous mettez en péril vos délais de chantier, et en plus écologiquement on est sur des catas, voilà. Donc pouvoir avoir des matériaux locaux, il y a une erreur, on peut très vite réajuster, c'est fabriqué à côté, il n'y a pas des délais de livraison forcément immenses, et on met pas des camions sur les routes. Pour nous, on y voit quand même globalement plein d'avantages. Anticiper et limiter les coûts de gestion. Nous, vraiment, la notion de l'entretien, donc de coût global, elle est venue depuis quelques années vraiment être prépondérante avec le zéro phyto, donc cette notion hein, qu'on ne peut plus utiliser de produits. Les villes ont verdi d'un coup, on se rendait compte à quel point on mettait du glypho partout, hein, parce que les moindres joints de trottoir, les cabines téléphoniques ont verdi, enfin, il n'y en a plus. Et anticiper, limiter les coûts de gestion, c'est vraiment savoir comment on va pouvoir pérenniser un espace et comment ce qu'on va choisir et décider va permettre d'être durable aussi dans son entretien. Et dans des moyens non polluants eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à faire des économies d'énergie comme dans vos bâtiments, mais par contre, dans les moyens qui seront mis derrière pour entretenir un endroit, c'est quand même très important. Penser sur mesure plutôt que modèle. Voilà, s'appuyer sur les savoir-faire locaux. On travaille beaucoup avec les régies parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens dans les services d'espace vert, dans les petites communes qui savent faire. Je me dépêche, j'ai presque au bout. Ils savent faire plein de choses et en même temps, voilà, on les laisse rarement faire. Alors, ils font que de l'entretien ou des choses et en fait, on se rend compte que c'est des super menuisiers, des super maçons, etc. L'artisanat local, plein de choses et des associations et des habitants qui savent faire plein de choses. Donc dessiner plutôt que choisir, ça permet de faire des choses sur mesure qui vont du coup donner de l'identité à chaque endroit, qui vont être beaucoup moins chères qu'un catalogue. Voilà, on donne juste l'exemple du banc de Blois, on a une lame de 3 mètres par 50 cm, une plaque de métal ça fait 3 mètres par 1 mètre 50, on la coupe en 3, on la plie 2 fois et on a un banc, et du coup on a un banc qui arrive à peu près à 200 € de fabrication par rapport à un prix de banc catalogue. Évidemment, on ne rémunère pas le designer parce que c'est un truc, mais par contre, voilà, on pense la matière et la forme et du coup, on optimise la manière de le fabriquer. Chercher la simplicité dans les réalisations, des fois, une assise, c'est pas forcément un banc, ça peut être un caillou posé et d'un seul coup, ça devient bucolique, ça peut être des choses toutes simples pour les enfants, ou des choses à fabriquer avec eux, ou des choses qui peuvent être faites en régie de manière très simple avec des matériaux locaux et qui du coup vont être une vraie plus-value en termes d'image et puis d'appropriation par les gens. L'heure de la renaturation, c'est dire végétalisons et réacceptons la nature. Et ça, c'est pas facile parce que le passage au zéro phyto, c'est beaucoup de pédagogie pour apprendre aux gens. Puis retrouver la perméabilité. C'est incité par les subventions, on va être obligé d'y venir plus en plus et on ne pourra plus imperméabiliser autant. Mais l'adapter, là on est sur des joints drainants sur une place de marché, mais tout est perméable à moitié ou perméable ou végétalisé à 100%. Là, on a un parking de 200 places pour un équipement de centre aquatique. Il est végétalisé, engazonné, et c'est possible, même à des grandes échelles de grands équipements. Il faut que ça soit bien fait. Renaturer, c'est aussi qu'on ne travaille plus qu'à créer des nouveaux espaces, mais beaucoup on a résilience, on en reconvertit, beaucoup de friches, beaucoup de choses, où on va reconvertir des zones en béton, des zones en enrobé, et comment on va retravailler la fissure et faire avec, le faire avec dont vous parlez pour renaturer des endroits. Et puis territoire positif, alors c'est un peu un clin d'œil au votre bâtiment positif, mais est-ce que nous aussi on peut faire des choses pour que notre bâtiment, non seulement notre aménagement préserve l'endroit, mais aussi puisse même être productif plus.
protéger les milieux, se mettre hors sol, éviter d'être toujours sur la perméabilisation et la structure, développer des nouveaux habitats, des tas de bois, des pierriers, des haies de bingès, ça c'est vraiment de piquer, et tous les déchets de coupe qui vont être faits par les services, etc., vont être mis au fur et à mesure, les oiseaux viennent se poser dessus, font des graines, les graines poussent et créent des nouvelles haies naturelles, accepter la végétation spontanée qui va être obligatoire dans les années à venir, rendre la ville comestible, plutôt que planter un arbre, planter un fruitier dès qu'on peut. Voilà, il faut habituer les gens à se dire oui, il y a des fruits, donc il y a des guêpes, il faut habituer les gens à dire qu'il ne faut pas casser les arbres, mais si dès qu'on plante un arbre, on peut planter un fruitier, on redonne un peu l'idée du glanage. Et puis l'éco-gestion et la gestion différenciée, c'est vraiment comment aujourd'hui on ne peut plus gérer les espaces verts comme hier, et du coup leur donner aussi des identités de manière plus frugale, c'est-à-dire qu'au lieu d'une grande prairie tondue entièrement et pas très intéressante, par la gestion différenciée, on peut créer des choses peu chères, parce que c'est juste dans sa gestion qu'on va créer du volume, des cheminements, des choses qui vont se passer à l'intérieur, en n'ayant aucun coût, on va dire, d'investissement au départ, mais par contre une bonne gestion, une bonne pratique. Donc de là, partage et transmettre, c'est la dernière journée. Dans tout le monde, dans l'idéal, en haut, il y a la transmission, hein, toujours, etc. Mais c'est surtout que tout ça, ça doit se partager. Donc se partager au stade du diagnostic pour comprendre les mêmes bases du territoire qu'on a bien écouté au début, et d'accord avec tout le monde là-dessus, et écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire sur leurs usages. Co-concevoir, c'est des choses qu'on pratique de plus en plus, ce qui n'est pas facile, pas partout, pas n'importe comment, tout le monde n'est pas sachant, mais il y a des choses qui peuvent apporter sur des directions ou des choix ou sur des choses précises. Être pédagogique, on est obligé parce qu'il faut apprendre aux gens et leur faire comprendre et leur faire intégrer la nature et les changements de pratiques et de mentalité. Le propre, c'est pas forcément le beau, que tout ne doit pas être maîtrisé absolument même dans l'espace public, et que le maire est un bon maire, même s'il laisse pousser une mauvaise herbe en un joint. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre, mais toujours de la pédagogie. Si le projet peut être pédagogique lui-même, c'est bien, c'est idéal. Former les services, former les cantonniers, former les jardiniers, former les équipes à comprendre, à reconnaître la flore spontanée, savoir fabriquer et pouvoir continuer à améliorer le jardin. C'est toujours un truc très spécial parce que quand on est jardinier, on sait qu'un jardin, c'est pas fait une fois puis après c'est fait. Contrairement peut-être à un bâtiment, mais un jardin, il y a peut-être une base, mais c'est tous les ans quelqu'un qui vous donne une plante, qui l'enrichit, qui le fait. Et dans l'espace public, ça devrait vivre comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir amender sur ces 30 ans de nouvelles choses, de nouvelles plantations, de choses qu'on nous donnerait, d'échanges entre des villes. Ces grandes agglos, elles devraient mutualiser des outils, partager des savoir-faire. Et ça, on n'y est pas encore. On n'est pas encore dans un espace public jardiné au sens du jardin. Et ça, ça serait utile qu'on le développe. Alors, ça passe aussi par la formation des gens. Co-construire, il y a plus que des exemples aujourd'hui sur des choses qui peuvent être faites avec les habitants pour leur donner l'envie de s'approprier les espaces. Et co-planter, c'est ce qui a été fait à Bauzy dans le cadre de ce projet en Sologne, avec l'aide du CAE, pour vraiment avoir une appropriation des pieds, donc choisir les plantes, etc. Mais planter aussi. Voilà, je maintiens. Voilà, donc merci de nous avoir invités.